Je suis bien contente d'être là. Merci pour l'invitation. Ça me fait vraiment toujours plaisir de parler en fait, de mes travaux de recherche et de partager en fait avec toutes sortes de publics et de parties prenantes qui vivent sur le territoire québécois puis qui se posent des questions là, envers la forêt et les changements climatiques. Donc, je suis professeure en foresterie, donc j'enseigne en écologie forestière à des futurs ingénieurs forestiers. J'interagis aussi quelquefois là, avec des étudiants là, de d'autres programmes, mais je m'implique souvent là, en termes de communication publique là, sur les enjeux de la forêt et les changements climatiques. L'année passée, les feux de forêt m'ont occupé beaucoup. Ça a l'air qu'on va partir avec un autre été comme ça, mais là, on va parler des aspects là, de lutte, comment est-ce qu'on peut gérer la forêt pour la lutte contre les changements climatiques. Je voulais commencer avec cette diapo-là. Ça représente le budget carbone global là, de la planète entière, là. C'est des données qui sont compilées par des chercheurs là, qui font partie d'un groupe qui s'appelle le Global Carbon Project, qui comptabilise à chaque année les données venant des activités humaines, des activités des terres forestières, des océans aussi, pour voir qu'est-ce qui fait que la quantité de CO2 dans l'atmosphère continue d'augmenter année après année pour comprendre quelles en sont les causes puis quelles seraient des pistes de solutions. Et donc, ça, c'est le budget carbone là, pour la décennie 2012 à 2021. Puis ce qu'on voit, là, vous voyez la grosse flèche grise là, qui monte vers le haut. Ça représente les émissions d'origine fossile là, liées aux activités humaines. Donc, c'est ça la source principale de gaz à effet de serre vers l'atmosphère. Là, c'est l'utilisation des énergies fossiles là, qu'on fait là, dans nos activités humaines. Vous remarquez aussi la flèche verte qui descend, mais ça représente la captation de carbone, de CO2, qui est faite par la végétation de la planète au complet. Donc, c'est surtout ce qui vient des forêts, notamment les forêts de l'hémisphère nord. Et donc, on dit que la végétation est un puits carbone parce que par la photosynthèse, elle séquestre le CO2 de l'atmosphère et le stocke dans la biomasse forestière. Bon, au type de végétation aussi, là, mais principalement dans les forêts. Euh, Hélas, la flèche grise est beaucoup plus grosse que la flèche verte, comme vous pouvez voir, et donc les émissions à l'atmosphère, donc venant des activités humaines, sont plus grandes que la séquestration carbone qui est faite par la végétation. Et donc, c'est une des raisons principales pourquoi que la concentration en CO2 dans l'atmosphère là, augmente année après année. Cela dit, ça nous permet d'identifier c'est quoi les pistes d'action. Donc, on sait que le CO2 dans l'atmosphère, l'augmentation de la concentration, ça cause un dérèglement du climat. Si on veut lutter contre les changements climatiques, ben, ce qu'il faut faire, c'est travailler à rapetisser la grosse flèche grise qui monte vers l'atmosphère et faire grossir la flèche verte qui enlève du CO2 de l'atmosphère puis qui le stocke dans la biomasse. Et donc, on a ces deux pistes d'action-là, faire diminuer la grosse flèche grise et faire augmenter la flèche verte. La bonne nouvelle, c'est que le secteur forestier, puis quand je parle du secteur forestier, en fait, c'est l'ensemble des forêts, du territoire forestier, de l'aménagement qu'on peut en faire. Donc, ça inclut les forêts publiques, ça inclut les forêts privées, là aussi dans le cas du Québec. Ça inclut l'aménagement, ça inclut la récolte, la transformation des produits du bois. Donc, tout ça, quand je parle de secteur forestier, là, j'englobe tout ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on reconnaît que le secteur forestier, ça va être un acteur vraiment incontournable dans la lutte contre les changements climatiques. Et ça, c'est pas le Conseil de l'industrie forestière du Québec qui le dit ou l'industrie forestière, c'est les scientifiques à la grandeur du monde là, qui sont réunis dans le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, là, qui est un organisme là, qui relève des Nations unies, qui s'intéresse à la science du climat. Ben, c'est des milliers de chercheurs qui reconnaissent un rôle incontournable pour le secteur forestier dans la lutte contre les changements climatiques. D'où vient ce rôle-là? Ben, c'est que le secteur forestier, on a trois actions là, qu'on est capable de faire pour aider à la lutte contre les changements climatiques. Donc, d'abord, on peut aménager le territoire, aménager les forêts pour qu'elles puissent séquestrer et stocker plus de carbone. Donc, c'est augmenter les superficies de forêt, aménager les forêts qu'on a pour s'assurer qu'elles sont en santé, qu'elles poussent mieux, qu'elles poussent plus. Donc, on a ce rôle-là. Ensuite, ces forêts-là, on peut les aménager, les récolter pour transférer
du carbone vers les produits du bois. Donc, la récolte qu'on fait, ça permet de faire des produits du bois. Ces produits du bois-là, selon ce qu'on en fait avec notre bois, ils peuvent stocker leur carbone, le carbone qui avait été capté par les forêts pendant toute la durée de vie du produit du bois. Et ensuite, ces produits du bois-là, ben, ils permettent de répondre à des besoins des populations humaines, des sociétés en matériaux et en énergie. Donc, on le sait que les populations humaines ont des besoins primaires en matériaux et en énergie. La cause principale des changements climatiques, c'est qu'on utilise présentement beaucoup trop les énergies fossiles comme source de matériaux et d'énergie. C'est la cause principale des changements climatiques. Donc, le bois, ben, ça peut venir substituer les produits et les énergies d'origine fossile. Et donc, ce rôle-là est vraiment important là, pour le secteur forestier, c'est de mettre entre les mains des gens des matériaux et des énergies renouvelables, donc provenant des forêts, en remplacement des produits d'origine fossile. Donc, c'est ces trois pistes d'action-là qu'on reconnaît pour le secteur forestier qui nous permet d'agir sur les deux flèches, donc de faire réduire les émissions d'origine fossile et augmenter la séquestration carbone faite par les forêts. Et là, j'utilise souvent l'analogie des super-héros. On a ces trois pistes d'action-là. Il faut qu'on soit super bon dans ces trois pistes d'action-là. Si on veut être sérieux dans la lutte contre les changements climatiques, on ne peut pas se contenter de travailler en forêt ou travailler dans les produits. Il faut qu'on soit Capitaine Marvel sur toute la ligne. Il faut qu'on soit vraiment excellent dans ces trois pistes d'action-là. On ne peut pas se contenter de travailler juste sur un aspect. Donc, juste pour ramener ça à une échelle plus concrète, moi, je suis responsable de la forêt Montmorency, là, qui est un territoire au nord de Québec. C'est une forêt expérimentale c'est de la forêt publique, en fait, là, mais qui a été confiée à l'Université Laval pour qu'on puisse y faire des expériences. Et on fait de l'aménagement sur ce territoire-là. Et là, dans le contexte des changements climatiques, ben, on se pose des questions. Comment est-ce qu'on peut aménager notre forêt pour lutter efficacement contre les changements climatiques? Et donc, concrètement, la question qu'on se pose lorsqu'on fait notre plan d'aménagement, c'est est-ce qu'on doit aménager la forêt pour assurer une production maximale de produits du bois, donc pour envoyer sur les marchés une quantité maximale de produits du bois qui vont venir remplacer les produits d'origine fossile, ou est-ce qu'on doit aménager plutôt pour assurer une séquestration maximale de carbone en forêt? Donc, on a l'impression qu'il y a une tension entre ces deux objectifs-là. Puis je vous dis ça parce que on le vit au jour le jour là, quand on met à jour nos plans d'aménagement. Donc, est-ce qu'on essaie de récolter plus ou séquestrer plus en forêt? Donc, on a l'impression que c'est comme deux objectifs qui semblent opposés. En réalité, là, comme l'a dit Tony Stark là, ici, là, on peut faire les deux en même temps. Donc, une production maximale de produits du bois et une séquestration maximale en forêt. Donc, il faut vraiment être bon sur ces deux aspects-là et pas les voir comme des choses qui sont opposées. Donc, je montre ici là, la carte de la forêt Montmorency, là, juste pour vous localiser. C'est une photo qui date de quelques semaines, là, mais il y a encore de la neige au sol pas mal là, dans ce coin-là, juste pour vous mettre en contexte. Donc, c'est un territoire, c'est dominé par la sapinière à bouleau blanc. Je l'utilise souvent comme exemple, mais c'est assez représentatif là, de la forêt boréale là, qu'on retrouve au Québec. Donc, c'est un territoire sur lequel on fait de l'aménagement forestier, de la récolte commerciale. Donc, on récolte le bois et qu'on vend sur les marchés. Donc, c'est un territoire qu'on utilise beaucoup notamment pour étudier le carbone forestier. Et on en a profité donc de ce territoire-là pour étudier l'effet de la récolte forestière sur le carbone en forêt. Donc, le fait de faire de la récolte, bien, quel impact ça a sur la capacité de la forêt à séquestrer du carbone? Qu'est-ce que ça fait sur les sols? Donc, est-ce que ça... C'est ça. Donc, on utilise ce territoire-là pour étudier le carbone. Le graphique que je vous montre à l'écran, en fait, c'est le résultat de plusieurs années d'inventaire terrain en forêt. Là, j'ai des armées d'étudiants là, qui sont allés mesurer des arbres, creuser des trous et tout pour mesurer les stocks de carbone et comprendre comment le carbone en forêt évolue après une coupe. Donc, les résultats qu'on a obtenus sont assez cohérents avec ce qui se passe dans d'autres types d'écosystèmes, donc dans d'autres types de forêts qu'on retrouverait ailleurs au Québec. Là, dans ce cas-là, c'est la sapinière, mais le patron général ressemble à ce qu'on verrait ailleurs au Québec.
Et donc, on remarque, donc, dans la courbe, ça, c'est l'évolution du carbone en forêt. L'année zéro, c'est l'année où on a fait la coupe. Et là, ça représente la quantité de carbone qu'on retrouve dans la forêt immédiatement après une coupe et comment ça évolue avec le temps. Donc, la quantité de carbone qui s'accumule dans les... Donc, on voit la partie verte, c'est la quantité de carbone qui s'accumule dans les arbres. On voit la dynamique des débris ligneux, beaucoup de débris immédiatement après la coupe. Ces débris-là décomposent tranquillement. Donc, ça représente cette dynamique-là. Et donc, ce qu'on voit dans les premières années qui suivent la coupe, on voit que vraiment la dynamique du carbone en forêt, elle va être dominée par le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de débris qui sont laissés sur les parterres de coupe. Là, au Québec, c'est une pratique courante là, de laisser quand même beaucoup de bois mort sur le site là, après une coupe. Et donc, on voit que la dynamique du carbone après la coupe est beaucoup dominée par ces débris-là qui vont décomposer tranquillement puis qui vont causer, donc, c'est du carbone qui est pris dans les débris, qui décompose puis qui s'en va à l'atmosphère. Donc, ça crée des émissions de carbone à l'atmosphère. Et ensuite, on a de la régénération. Là, vous avez la photo de gauche. Là. Il y a de la régénération naturelle qui est installée, mais immédiatement après la coupe, c'est des arbres qui sont tout petits, qui ne font pas encore beaucoup de photosynthèse, qui ne capturent pas encore beaucoup de carbone et ont juste 10-12 aiguilles. Là. Ils font un peu de photosynthèse, mais ils n'en font pas encore beaucoup. Ça prend du temps avant qu'ils se mettent à accumuler beaucoup de carbone par photosynthèse. Et donc, on a le cas pour la sapinière, mais c'est le cas aussi pour d'autres types de forêts. Les premières années, après qu'on ait fait la récolte d'une forêt, bien, cette forêt-là devient une source nette de CO2 à l'atmosphère. Donc, elle contribue à envoyer du CO2 à l'atmosphère en raison de ces deux phénomènes-là, qu'il y a plus de décomposition que de photosynthèse. Et ça prend quelques années avant que la forêt devienne vraiment un puits net de CO2, qu'elle accumule, là, que les arbres deviennent assez gros, puis qu'ils font plus de photosynthèse, puis qu'ils accumulent plus de CO2. Donc, on a cette forme de courbe-là, là, au début, la forêt est une source nette de CO2. Là, j'appelle ça la vallée de la mort, là, qui dure quelques années. Là, ça varie selon les types d'écosystèmes. Puis après ça, on a la montagne de la vie, là, où la forêt devient enfin un puits carbone. Et donc, c'est cette réalisation-là qu'on a faite à la forêt, mais qui a été faite ailleurs aussi, là, que quand on fait une récolte, bien là, l'effet immédiat, là, c'est de créer une source nette de CO2 là, pour l'hectare de forêt qu'on vient de récolter. Cela dit, lorsqu'on fait de l'aménagement forestier, là, d'habitude, on n'a pas juste 1 hectare de forêt. Là, on ne gère pas un peuplement tout seul. On gère plusieurs peuplements. Et donc, on fait une stratégie d'aménagement pour toutes les forêts qu'on retrouve sur le même paysage. Donc, si vous avez une photo du paysage de la forêt Montmorency, bien là, ce que je fais, une stratégie d'aménagement, je ne m'intéresse pas juste à 1 hectare de forêt, je m'intéresse à l'ensemble du paysage. J'ai des peuplements de différents âges, je choisis d'en couper quelques-uns, d'en conserver d'autres. Et donc, je fais une stratégie d'aménagement dans l'espace et dans le temps. Donc, il ne faut pas juste s'intéresser à ce qui se passe sur l'hectare de forêt que je viens de couper. Là. Il faut que je regarde à l'échelle du paysage qu'est-ce qui se passe. Et l'idée, si on veut gérer le carbone forestier puis faire de notre forêt un puits carbone, ben, il ne faut pas juste regarder l'hectare de forêt qu'on vient de couper parce que c'est un peu déprimant. Il devient une source de carbone à l'atmosphère. Il faut qu'on regarde ça à l'échelle du paysage et s'assurer qu'on est capable de balancer les forêts, les peuplements qui sont un puits carbone et les peuplements qui sont une source de carbone à l'atmosphère. Donc, on fait des stratégies d'aménagement à l'échelle du paysage. Là, je vous présente un graphique là, qui a l'air compliqué, mais en réalité, c'est qu'on a comparé différents scénarios d'aménagement à l'échelle du paysage. Jusque-là, on a dit, on va simuler si pour la forêt Montmorency, on faisait plus de récoltes, moins de récoltes, si on arrêtait complètement la récolte, si on faisait plus de plantations, si on faisait moins de coupes totales, plus de coupes partielles. Donc, on a juste simulé différentes façons de faire l'aménagement forestier à l'échelle du paysage pour voir qu'est-ce que ça ferait sur notre bilan carbone. Et donc, vous avez les différentes lignes, ça représente différents scénarios. Et vous avez une ligne, là, la ligne de zéro, ça représente, dans le fond, quand on a des lignes qui sont en haut de la ligne de zéro, ça voudrait dire que notre territoire est une source de CO2 à l'atmosphère. Donc, envoie plus de CO2 à l'atmosphère qu'il n'en capture. Et quand c'est en bas de la ligne de zéro, c'est que c'est globalement un puits de carbone. Et donc, évidemment, on veut que la forêt soit le plus possible un puits de carbone. Donc, on veut garder nos scénarios le plus possible sous la ligne de zéro. Puis le plus possible, le plus négatif possible, le mieux c'est. Ça veut dire que la forêt va capturer plus de carbone et donc va contribuer plus à la ligne verte là, qui descendait là, sur mon premier graphique.
Donc, on a comparé différents scénarios. La ligne pointillée noire, c'est les pratiques actuelles en forêt publique au Québec, là. Si j'applique ça à la forêt Montmorency, mais là, vous voyez que la ligne pointillée noire, elle reste en bas de la ligne de zéro. Donc, si je fais juste la pratique habituelle, actuelle là, de la forêt, l'aménagement qu'on fait de manière régulière là, au Québec, bien, ça me permet de garder un puits carbone en forêt. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ma forêt, elle reste quand même un puits carbone. Mais là, ce qu'on veut voir, c'est est-ce qu'on est capable de faire mieux que les pratiques actuelles? Y a-t-il moyen d'augmenter la séquestration, maximiser la séquestration en forêt? Donc, on a testé différents scénarios. Puis là, ce qu'on s'est aperçu, c'est que à court terme, si on voulait augmenter le puits carbone en forêt, le mieux, ça serait d'arrêter de couper complètement. Donc, je ferme les opérations forestières, je mets tout le monde à la porte, on arrête de faire complètement la récolte. Donc, à court terme, ça serait ça la meilleure solution. Ça rendrait bien du monde bien malheureux, moi la première, et ce serait une solution à court terme. Et la raison est bien simple, c'est que quand je fais un hectare de récolte, de coupe, ben, je crée des émissions à l'atmosphère. Donc, si je le regarde juste à court terme, c'est bien certain que le mieux, ça serait de récolter et d'arrêter complètement la récolte à la forêt Montmorency. Mais ce qu'on voit, donc, c'est la ligne pointillée verte. On voit que cette solution-là, si elle est bonne à court terme, elle n'est plus vraiment bonne à long terme. Si je regarde dans les années 2000, proche de la fin du siècle, puis le siècle prochain, si j'arrête de couper cette forêt-là, ben, tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vieillir, puis elle va perdre sa capacité à être un puits carbone. Elle va vieillir, puis à un moment donné, elle va stagner, puis elle va même devenir une source de CO2 à l'atmosphère. Donc, cette solution-là, qui est bonne à court terme, n'est pas si intéressante que ça à long terme. Donc, quand on regarde les autres solutions qui sont moins drastiques, bien, on s'aperçoit, donc, il y a notamment la ligne verte. C'est elle qui est vraiment la meilleure, c'est le scénario qui est le meilleur à long terme. Ça dit qu'on peut continuer à récolter la forêt, donc le même niveau de récolte qu'on fait présentement, mais on change la façon qu'on récolte. On favorise un peu plus les coupes partielles, donc d'aller chercher quelques arbres plutôt que faire de la coupe totale. On fait plus attention à la régénération, à la façon que la forêt se régénère, peut-être plus de plantation, plus de suivi de notre régénération. Et c'est ça qui nous permet vraiment d'augmenter de manière significative notre puits carbone en forêt. Donc, c'est une bonne nouvelle que la meilleure solution à long terme, ce n'est pas d'arrêter la récolte. Donc, c'est vraiment, il y a des façons relativement simples, donc de garder le même niveau de récolte, mais de changer la façon qu'on récolte. Donc, juste changer la sylviculture qu'on fait en forêt. Donc, ça, c'était une bonne nouvelle. Cela dit, ça, c'était juste la partie quand je regardais juste le carbone en forêt, juste l'écosystème, là, est-ce que c'est un puits ou une source. Euh, Cela dit, lorsqu'on fait de la récolte, ben, le bois, ici vous avez un exemple là, de la récolte à la forêt Montmorency, le bois qu'on récolte, là, on ne le sac pas dans le fond du lac, hein. C'est du bois, on le récolte pour l'envoyer sur les marchés, faire des produits du bois qui vont servir sur les marchés. Et donc, c'est important de faire de tenir compte là, de ce carbone-là qui est dans les arbres qu'on transfère vers les produits du bois. Et donc, on tient compte aussi des opérations forestières et du bois qu'on envoie sur les marchés. Je voulais vous présenter ce graphique-là. Il est un peu chargé, mais en fait, on a simulé ici, ce qu'on a calculé, c'est les émissions de GES à l'atmosphère qui sont liées aux opérations forestières. On utilise la machine pour faire la récolte, on utilise des camions pour transporter le bois vers les usines, après ça, vers les usines, vers les marchés. Donc, ben, il y a du fioul qui est consommé quand on fait toutes ces opérations-là. Et donc, ça cause des émissions à l'atmosphère dont il faut tenir compte. La bonne nouvelle, c'est que ces émissions-là, on a souvent l'impression que c'est de la grosse machinerie, ça doit consommer beaucoup d'essence, ça doit avoir un impact climatique vraiment important. Ces émissions-là ne sont pas si importantes. Là, vous voyez différents scénarios. Les émissions, là, quand on compare à toute la quantité de carbone qui circule en forêt, c'est vraiment, c'est une virgule ou presque, là, les émissions qui sont liées à la machinerie. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y intéresser, puis il ne faut pas essayer de réduire la consommation de fioul qu'on met dans les machines et de réduire les distances de transport ou d'optimiser le transport. Sauf que ce n'est pas là qui est pas une si grosse source de préoccupation. On a tout le carbone qui circule en forêt est beaucoup plus important que les émissions de gaz à effet de serre qui sont causées par la machinerie de la récolte et du transport.
Donc ça, c'était la première constatation. Euh, donc, dans nos travaux, on a regardé les opérations forestières, puis après ça, on a regardé ce qui se passait avec le bois qu'on récolte. Il faut qu'on tienne compte de le bois qu'on récolte, ben là, il s'en va sur les marchés, il devient des produits du bois. Ces produits du bois-là sont utilisés par les humains. Donc, on fait du bois de sciage, on fait des pâtes et papiers, on fait des panneaux. C'est utilisé par les humains, mais ce bois-là, il y a une durée de vie. Donc, si on fait du bois de sciage, par exemple, mais c'est du bois qui va être utilisé très longtemps. Par exemple, en construction, la maison, elle va durer, on espère, plusieurs décennies. Si on fait plutôt des produits de pâte et papier, par exemple, ben souvent, les pâtes et papiers, c'est des produits qui ont une courte durée de vie, hein. On les utilise, les papiers hygiéniques et autres, là, on les utilise, puis après ça, on les jette rapidement. Donc, ils ont une courte durée de vie. Et là, ce qu'on s'est aperçu avec la forêt Montmorency, mais on est arrivé aux mêmes conclusions ailleurs au Québec, ce qu'on fait avec le bois récolté est vraiment, vraiment important. Ça peut causer des émissions qui sont aussi importantes que ce qui se passe en forêt. Et si on est, excusez l'expression, si on est cabochon avec ce qu'on fait avec notre bois récolté, ben ça peut venir annuler tous les bénéfices, les belles affaires qu'on peut faire en forêt. Si, par exemple, le bois qu'on récolte, on en envoie une grande proportion dans des produits du bois qui vont rapidement se retrouver au dépotoir, qui vont avoir une courte durée de vie, ben ça fait que le carbone qui a été séquestré par les arbres, qui est devenu un produit du bois, ben on le retourne à l'atmosphère très rapidement. Et donc, ça peut venir annuler ou venir contrebalancer tous les beaux efforts qu'on peut faire en forêt. Donc, c'est vraiment important de se soucier de ce qui se passe avec le bois qu'on a récolté. Donc, le bois qu'on a récolté, où est-ce qu'on le vend, à quoi il va servir, à quel produit, bien, ça a une grande influence sur le bilan carbone de la foresterie. Et on s'est aperçu, notamment dans le cas de la forêt Montmorency, ça pouvait venir annuler les émissions, annuler le puits qu'on retrouvait en forêt. C'était du même ordre de grandeur que le puits en forêt. Et donc, ça dépend de ce qu'on fait avec le bois. Donc, est-ce qu'on fait des produits du bois qui ont une longue durée de vie, qui vont faire une maison qui va durer toute une vie, ou est-ce qu'on fait des produits du bois qui vont très rapidement se ramasser au dépotoir? Puis un autre aspect important, et ça, c'est plutôt du niveau politique, c'est qu'au Québec, on n'a pas de règlement qui empêche d'envoyer les produits du bois au dépotoir. Donc, on parle, par exemple, le bois de palette qui sert pour la manutention euh, des marchandises, le bois de déconstruction, de rénovation. Ben, quand on a fini de l'utiliser, on a le droit de l'envoyer dans les dépotoirs, dans les sites d'enfouissement. Dans la plupart des juridictions à travers le monde, c'est interdit de faire ça. Il faut absolument recycler le bois, on n'a pas le droit de l'envoyer au dépotoir, alors qu'au Québec, c'est permis. Et donc, ça cause des émissions importantes parce que le bois qui s'en va au dépotoir, il va décomposer de manière anaérobique puis il va émettre du méthane. Et donc, c'est une source de gaz à effet de serre qui est quand même importante. Et donc, au niveau politique, là, la fin de vie des produits du bois, puis le fait qu'on envoie nos affaires au dépotoir, là, ça a un impact qui peut être quand même assez négatif. Donc, il faut qu'on s'intéresse aux produits du bois post-consommation. Là, je veux passer un message politique. Là. C'est important de s'occuper de ce qui se passe en forêt, de ce qu'on fait avec nos produits du bois, mais la fin de vie des produits du bois, là, c'est un enjeu politique là, qui est assez important, là, qui dépasse, bon, quand on est gestionnaire d'un boisé, là, on n'a pas tant de contrôle là-dessus, là, mais c'est un message politique là, qui est important. N'empêche que ça reste important. Donc, le bois qu'on récolte dans nos forêts, dans nos peuplements, sur nos terres, ben, qu'est-ce qu'on va faire avec ce bois-là? Ça, on peut avoir quand même un certain contrôle là-dessus. Ici, je donne un exemple de la région de Masquinongé. Là, c'est d'autres simulations qu'on a faites. On a simulé l'effet de la récolte dans la région de Masquinongé. Dans ce cas-là aussi, le fait de faire de la récolte, c'était positif sur le puits carbone de la forêt. Donc, ça stimulait la croissance de la forêt, ça la faisait pousser plus et mieux, et ça permettait de séquestrer beaucoup de carbone. C'est les lignes vertes qui descendent, là, que vous voyez. Là. Ça, c'est de la séquestration carbone là, qui est stimulée par la récolte. Sauf que dans ce cas-là, on a simulé aussi l'effet des changements climatiques sur les forêts. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que les forêts du Masquinongé, bien, il y a plusieurs espèces que
si le climat devient plus chaud, elles vont avoir de la misère, elles vont pousser moins bien. Donc, le puits carbone en forêt, là, vous voyez le graphique du bas, là, la partie verte là, est plus étroite qu'en haut. Là, ça montre que la forêt elle va avoir de la misère, son puits carbone va diminuer. Et là, ce qu'on voit sur le graphique, la partie orange, ça, c'est les émissions venant des produits du bois. C'est le bois qui a passé entre nos mains. Si on en fait des produits de courte durée de vie qui se ramassent au dépotoir, mais ça peut créer des émissions qui sont vraiment importantes. Si on ne s'assure pas de faire des produits du bois qui sont durables ou qu'on ne fait pas attention au recyclage des produits du bois, bien, ça peut causer des émissions qui sont quand même importantes. Puis ça devient dramatique là, dans un contexte là, où ce que le puits carbone risque de diminuer en forêt. Et donc, c'est juste pour dire que ça peut venir, il faut vraiment se soucier, il faut se soucier de ce qui se passe en forêt, mais il faut vraiment aussi se soucier de la façon qu'on transforme le bois qu'on récolte. Donc, ça fait partie de la responsabilité carbone, là, quand on veut aménager notre forêt pour le carbone, il faut qu'on se soucie de qu'est-ce qui se passe avec notre bois. Je voudrais faire remarquer sur le graphique aussi, il y a les barres en jaune, là. Ça représente ce qu'on appelle l'effet de substitution. Ça, c'est l'effet de remplacement que les produits du bois ont sur les marchés. Ça, c'est un effet qui est bénéfique, qui est positif pour le climat. Donc, c'est qu'à chaque fois, encore une fois, c'est une diapo qui a l'air compliquée, mais ce que ça dit, là, c'est qu'à chaque fois quand on envoie du bois sur les marchés et que ce bois-là sert, par exemple, à la construction, bien, si on utilise le bois pour la construction, ça a un effet, ça veut dire qu'on n'utilise pas des produits d'origine fossile. Et donc, ça, c'est un impact bénéfique là, de la récolte forestière. C'est qu'on vient remplacer des produits non renouvelables. On vient remplacer de l'acier, on vient remplacer du béton ou autre. Et ça, on appelle ça l'effet de substitution. C'est quelque chose qu'on est capable de calculer. Là, les valeurs que vous voyez, 1,08, 0,72 et autres, c'est la quantité de carbone qui est évitée selon la quantité de carbone qui est dans le produit du bois. Donc, le fait qu'on fasse une construction en bois, par exemple, ça veut dire qu'on va utiliser moins d'acier, moins de béton, mais ça a un gain en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre parce qu'on vient nuire à l'industrie du béton, on vient nuire à l'industrie de l'acier, aux autres, on vient nuire aux industries des énergies fossiles. Et ça a un effet positif sur le climat. Donc, c'est un effet qui n'est pas négligeable. Là. Si on revient ici, vous voyez la barre en jaune, mais cette barre-là, on peut la faire grossir là, si on est vraiment judicieux avec les produits du bois qu'on produit. Donc, si on fait des produits du bois qui servent notamment à la construction, là on a un impact climatique là, qui est quand même positif parce que ça fait des produits du bois qui durent longtemps. Donc, les maisons, d'habitude, ça a une durée de vie assez longue et ça a un effet de substitution qui est quand même important parce que ça évite qu'on utilise des produits d'origine non renouvelable. Donc, c'est un effet qui est vraiment important. Donc, les bénéfices des produits du bois, ils vont être importants si on privilégie de remplacer les produits d'origine fossile qui sont les plus polluants. On privilégie de faire des produits du bois qui ont une longue durée de vie et que si on s'occupe de les recycler puis qu'on évite de les envoyer dans les sites d'enfouissement. Et donc, il y a des choses sur lesquelles, comme propriétaire d'un boisé ou comme aménagiste sur lequel on a un certain contrôle, ben, il y a s'assurer que le bois qu'on récolte ou la façon qu'on aménage notre forêt, qu'elle donne un maximum de bois de la meilleure qualité possible qui va nous permettre de faire du bois de sciage et des produits du bois de la plus haute qualité possible qu'on va pouvoir utiliser pour la construction notamment. Donc, ça, c'est de quoi que concrètement, là, comme aménagiste, comme propriétaire forestier, on a un certain contrôle sur la façon qu'on aménage notre forêt, donc de privilégier des actions sylvicoles qui augmentent la qualité des arbres, la qualité du bois et qu'on s'assure qu'à qui on vend notre bois, mais que ça va servir à des produits du bois qui ont la plus longue durée de vie possible. Et donc, c'est ça. Après ça, il y a d'autres actions là, qui sont plus d'ordre politique, là, mais il y a quand même des actions là, qui relèvent du propriétaire. Euh, j'ai encore du temps. Oui, OK. Je voudrais juste donner d'autres petites études de cas. C'est une étude qu'on avait faite il y a quelques temps là, sur la plantation d'arbres. Là. C'est en fait, là, on parle de la production de bois, puis bon, faire du bois de qualité, puis s'assurer que le bois s'en va aux bonnes places et tout ça. Puis, tu sais, ça peut avoir l'air
compliqué. Tu sais, il y a des actions individuelles, il y a des actions politiques et tout ça. Tu sais, ça peut avoir l'air compliqué. Puis on pourrait se dire, on pourrait juste planter des arbres, là, puis tu sais, laisser faire le reste, là. Est-ce que ça ferait pareil si, au lieu de se soucier de tout ça, on fait juste planter des arbres partout où ce qu'on peut, puis qu'on arrête de se casser le basic avec tout le reste, là. Donc, est-ce que ça pourrait être une solution de remplacement, là, juste dire de planter des arbres partout? C'est une tendance qu'on voit dans plusieurs pays du monde, là, où ce que là, les chercheurs, on est là, puis on explique nos solutions de produits du bois, puis de recyclage et tout ça, puis là, les gouvernements trouvent ça compliqué. Puis là, tu vois, leur politique, c'est on va planter des arbres partout. Donc, il est mieux pas se soucier là, de l'aspect compliqué, là. Ça a l'air d'être une solution plus simple de juste de dire de planter des arbres. Donc, on a fait de la recherche là-dessus aussi, là. Est-ce qu'on pourrait juste planter des arbres partout? Et je vais vous donner l'exemple là, de notamment un endroit où ce que les gouvernements pensent planter des arbres, c'est sur les terres agricoles abandonnées, donc qui ne sont plus en culture. Bon, vous le savez plus que moi, là, c'est des endroits qui sont accessibles, proches des routes, proches des communautés. Donc, c'est un endroit où ce qu'on dirait, ben, ça serait probablement une bonne idée de juste aller planter des arbres, puis comme ça, augmenter la séquestration carbone. On a fait une étude là-dessus, en fait, sur des terres agricoles au Québec, là, en fait, dans la région de l'Abitibi. On a regardé, est-ce que c'est une bonne idée d'aller planter des arbres sur les terres agricoles abandonnées? Est-ce que ça permet vraiment d'augmenter la capture, la séquestration du carbone par rapport à juste laisser ces terres-là à elles-mêmes, les laisser à la végétation naturelle. Donc, si on abandonne une terre agricole, bien, il y a des chances qu'il y ait des espèces qui s'y installent par elles-mêmes. Donc, est-ce que c'est mieux de faire l'effort de planter des arbres ou de juste abandonner la terre à son sort, l'abandonner à la succession naturelle? Donc, on a fait cette étude-là en Abitibi. On a comparé des terres sur lesquelles des arbres avaient été plantés. Là, vous avez l'exemple à l'écran. C'est une plantation, donc c'est une terre agricole sur laquelle on a planté des épinettes blanches. Donc, dans ce cas-là, ça fait 8 ans là, qu'on a planté les épinettes. Là, vous voyez que elles s'en sortent bien. Ici, c'est une plantation plus âgée qui avait été faite aussi sur une terre agricole abandonnée. Donc, c'était un propriétaire privé là, en Abitibi qui a fait une plantation là, il y a presque 50 ans. Là, on voit que les arbres ont poussé super bien. Donc, ils ont séquestré du carbone. Donc, on peut voir ça comme une méthode intéressante là, pour augmenter la séquestration carbone. Cela dit, on est allé visiter aussi des terres agricoles abandonnées là, de différents propriétaires qui avaient juste laissé aller leurs terres, donc qui n'avaient pas planté d'arbres. Et ce qu'on s'est aperçu, là, vous avez l'exemple d'une terre agricole après 5 ans, puis une autre après 30 ans. Bien, vous voyez qu'après 30 ans, il y a des arbres qui se sont installés quand même sur cette terre-là, parce que la plupart des terres agricoles, là, notamment dans la région de l'Abitibi, mais c'est des anciennes terres forestières qui sont encore entourées de forêts. Donc, on a fait de l'agriculture pendant une centaine d'années. Et là, si on l'abandonne, mais naturellement, elles ont quand même un peu tendance à revenir en forêt. Et donc, on a calculé la quantité de carbone qui était séquestrée par cette succession naturelle-là. Ici, vous avez l'exemple, après 50 ans, ben, ça a l'air d'une forêt aussi. C'est différent d'une plantation, mais ça a quand même l'air d'une forêt. Je vais passer tout de suite à la diapo ici. Donc, on a calculé la quantité de carbone dans la terre sur laquelle on aurait fait, la terre abandonnée sur laquelle on aurait fait une plantation par rapport à une terre agricole abandonnée qu'on aurait juste laissée à la succession naturelle. Et on a eu la surprise que les deux arrivaient à la même quantité de carbone après 50 ans. Parce que la succession naturelle, ben, elle revient en forêt. Il y a une forêt qui s'installe puis qui séquestre autant de carbone que la plantation après 50 ans. Et donc, ça nous fait dire que le fait de planter des arbres, c'est pas tant un effet additionnel que ça. Tu n'as pas un effet, tu n'as pas de bénéfice parce que juste à rien faire, ça arriverait au même résultat. Et donc, ça c'est vraiment le cas de l'Abitibi. Donc, et on comparait avec des plantations d'épinettes blanches. Donc, c'est un cas particulier. Cela dit, ça nous faisait dire, ben là, peut-être que juste planter des arbres, notamment sur des terres agricoles abandonnées, c'est peut-être pas la solution miracle qu'on pensait que c'était. Et donc, on ne peut pas nécessairement juste se fier là-dessus parce que tu n'as pas nécessairement d'effet additionnel par rapport à rien faire. Et donc, ça nous a, c'est ça faisait juste rajouter cette information-là là, pour les gouvernements, là, juste des plans de juste
dire on va planter des arbres partout, mais il faut que tu fasses attention parce que dans certains cas, tu n'auras pas nécessairement d'effet bénéfique. Ben, tu ne pourrais rien faire puis tu arriverais à la même solution. Donc, ton argent de lutte contre les changements climatiques, ben, il y aurait peut-être d'autres endroits dans lesquels tu devrais la mettre. Une autre réalisation qu'on a faite aussi là, avec ces travaux-là, ici, vous avez la friche laissée, la terre agricole laissée à la succession naturelle et la plantation. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que la plantation, bien, les espèces résineuses comme ça, c'est des forêts qui brûlent vraiment bien. Là. On l'a vu l'été passé, là, c'est le genre de forêt là, qui a tendance à passer au feu plus facilement, alors que la succession naturelle qui crée une diversité d'espèces, beaucoup d'espèces feuillues et de structures, ben, ça a peut-être plus de chances d'être résilient là, face à un climat changeant. Et donc, c'est un autre point là, qui nous faisait dire là, que peut-être la solution qui nous semblait la plus évidente, là, de juste aller planter des arbres, ben, peut-être que c'est justement c'est trop simple, puis qu'il faut qu'on s'en aille vers des solutions plus nuancées, notamment peut-être dans certains cas, favoriser la succession naturelle, laisser aller la végétation naturelle qui a tendance à s'en aller vers des forêts feuillues sur les terres agricoles abandonnées. Donc, en fait, là, j'arrive à ma conclusion. Les points principaux, c'est que oui, il en existe des solutions sylvicoles relativement simples pour augmenter la séquestration du carbone en forêt. On a vu, mettons, faire de la plantation, s'occuper plus de la régénération après coupe. Il y aurait l'idée de faire plus de coupes partielles aussi. Donc, il en existe des solutions quand même simples. Sauf que juste s'intéresser à ce qui se passe en forêt, c'est pas suffisant pour lutter contre les changements climatiques. Il faut vraiment qu'on s'intéresse aussi à réduire les émissions d'origine fossile. Et ça, c'est un rôle important pour la foresterie de produire des matériaux et de l'énergie, d'énergie renouvelable qui va venir remplacer les matériaux, les énergies d'origine fossile. Donc, on ne s'en sort pas, ce rôle-là de la foresterie, là, on ne peut pas s'en sortir vraiment. La production de bois, s'intéresser au bois qu'on produit, qu'on récolte, qu'on utilise, ce rôle-là est vraiment essentiel. Il n'y a pas de façon de s'en sortir, là. Il va falloir qu'on s'intéresse à cet aspect-là. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut couper plus de bois, mais il faut qu'on le coupe, qu'on le transforme et qu'on l'utilise mieux. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Donc, la mission de la foresterie ou la gestion des forêts là, dans le contexte de lutte contre les changements climatiques, c'est qu'on s'intéresse au puits carbone en forêt, mais on s'intéresse aussi à fournir aux sociétés des matériaux et des énergies renouvelables. Donc, je vais passer la parole à Sarah et Sylvestre. Oui, ben justement, je vois quelques questions, mais je proposerais quand même qu'on peut-être qu'on termine la présentation, puis à ce moment-là, on va prendre les questions. Là, j'ai vu qu'il y avait Jean aussi, Alstom, Alain Jutra, puis une autre question dans le chat, mais on va tout de suite y répondre dans très peu de temps. Mais en fait, pour conclure la présentation, on voulait juste remettre en perspective aussi les informations qu'Evelyne vient de vous présenter sur la dynamique du carbone dans une forêt par rapport à qu'est-ce que ça signifie pour une entreprise agricole qui a un boisé si elle voulait intégrer dans son bilan carbone son boisé. Pour ça, pour illustrer, en fait, je vais prendre l'exemple de la ferme de référence qu'on utilise souvent dans l'agriclimat en grande culture, qui est une ferme de 364 hectares qui fait surtout du maïs et du soya. Puis pour ceux qui l'ont déjà vu, quand on fait le bilan carbone de cette ferme, les émissions, donc le CO2 et les autres gaz à effet de serre qu'on envoie vers l'atmosphère, sont équivalents à peu près à une émission de 950 tonnes par année. Ces émissions-là proviennent surtout des sols, 25% de l'énergie et un petit peu au niveau aussi de la fabrication de certains intrants, dont les engrais minéraux. Pour remettre en perspective cette ferme-là, on se pose la question, une ferme de grande culture au Québec, en moyenne, combien est-ce qu'il y a de forêt dans une ferme? Là, ce qu'on a fait, c'est pour répondre à cette question-là, parce qu'il n'y a pas de données officielles, on a fait un sondage auprès des producteurs qui participent à Agriclimat. Donc, on avait un peu plus d'une centaine de producteurs qu'on a sondés l'hiver dernier. On a eu une soixantaine de réponses des producteurs. Et en fait, pour les 60 producteurs qui ont répondu, c'est à peu près 18 000 hectares qui sont cultivés et 4 700 hectares de boisés dans les entreprises. On voit que c'est des producteurs d'un peu partout au Québec qui ont répondu. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que ça nous donne un indice. Là, 18 000 hectares cultivés, 4 700 hectares de boisés, ça donne un indice de la part des superficies boisées qu'il y a sur les entreprises agricoles. Défaut de mieux, c'est le chiffre qu'on va utiliser par la suite.
Ce qui était intéressant aussi de voir, c'est qu'est-ce que vous faites de vos boisés. Puis là, on a à peu près, selon les répondants, 65% des entreprises qui n'ont pas de plan d'aménagement, 35% des entreprises qui en ont un, mais ça représente 56% des superficies forestières chez les producteurs qui sont aménagées. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que les producteurs qui ont plus de forêts ont tendance à peut-être plus aménager que ceux qui ont des petites superficies, évidemment. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on a posé la question de est-ce que vous récoltez du bois, en fait, on a 2 tiers des producteurs qui déclarent récolter du bois, 1 tiers qui déclarent ne rien faire avec leur forêt. Ça inclut aussi le bois de chauffage. Ce qu'on voit ici dans les réponses, c'est-à-dire que les producteurs qui exploitent du bois, la majorité font du bois de chauffage. 1 tiers de ceux qui exploitent font du bois qui est destiné au pâté papier. Puis 2 tiers de ceux qui exploitent font donc du bois de sciage. Donc, par rapport à la question de la destination du bois que Evelyne mentionnait tout à l'heure et qui a un impact important sur finalement l'effet sur le climat de la forêt, on voit que suivant ce qu'on fait, ça change les choses. Donc maintenant, si je reviens à mon entreprise, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour une entreprise de grande culture qui aurait un boisé et quel impact pourrait avoir ce boisé sur son bilan carbone? En fait, là, on va avoir différentes situations en fonction justement de si le boisé est exploité ou pas. Puis, après plusieurs des échanges avec Kevin, je pense ce qui est assez clair, c'est que s'il n'y a pas de récolte de bois ou si on fait du bois de chauffage qui est destiné, par exemple, à chauffer la maison, c'est-à-dire qu'on ne substitue pas une énergie fossile avec ce bois de chauffage-là, alors le plus probable, en fait, le plus logique, ça serait de dire que en fait, la forêt, elle n'aura pas d'effet net sur le bilan carbone de l'entreprise parce que finalement, le carbone qui est capté par la forêt année après année vient remplacer le carbone que les arbres qui meurent et qui se décomposent renvoient vers l'atmosphère. De la même façon que le carbone qui était dans le bois qui a été utilisé pour chauffer la maison, en fait, il retourne vers l'atmosphère très vite, donc on n'a finalement pas vraiment d'effet. Pour qu'on puisse comptabiliser dans le bilan carbone d'une entreprise finalement l'effet du boisé, il faut qu'il y ait du bois qui soit exploité et qui soit destiné à d'autres usages, donc du bois destiné à la construction ou au bois pour faire des panneaux, etc. Puis là, l'ordre de grandeur là, qu'on peut essayer d'avoir en tête en fonction des études qui ont été faites par l'équipe d'Evelyne, c'est à peu près 2 tonnes équivalent CO2 par hectare de boisé par année, qui est l'effet net du boisé sur le climat. Cet effet-là, il provient à 65% de le fait que le carbone qui est exporté sous forme de produit du bois, il est séquestré pendant un certain temps. Et il provient à peu près à 35% du fait qu'il permet d'éviter qu'on ait une émission, donc c'est la substitution associée à utiliser d'autres matériaux plus polluants. Et donc, si on remet ça en perspective à l'échelle de notre entreprise, je reviens avec ma ferme de grande culture de 365 hectares. Si on prend la moyenne des fermes qui ont répondu au sondage, on a 0,3 hectares de forêt pour chaque hectare cultivé, ce qui veut dire que notre ferme elle aurait 93 hectares de boisés. Et ce qui veut dire que dans son bilan carbone, on aurait donc des émissions de l'ordre de 950 tonnes, ça c'était ce qui provenait des champs, desquels on pourrait soustraire 186 tonnes de CO2, si la ferme exporte du bois. Ce qui ferait donc en sorte que, là ici je ne parle pas de la séquestration de carbone dans les sols cultivés, mais si on regarde juste la partie forêt, ça nous ferait un bilan net réduit à 766 tonnes. Et je reviens, si par contre il n'y a pas d'exportation ou si c'est par exemple uniquement du bois de chauffage pour chauffer la maison, en considérant qu'au Québec, si on ne chauffe pas au bois, on a plutôt tendance à chauffer avec de l'électricité qui a un très faible coût carbone, donc on ne peut pas parler à ce moment-là de substitution. Dans ce cas-là, on aurait un effet nul sur le bilan. Donc ça nous amènerait, on garderait notre bilan initial en fait uniquement lié aux émissions. Vous comprenez que ce qui est derrière tout ça, c'est qu'effectivement, quand on est un producteur agricole, il y a beaucoup de carbone dans votre forêt. Ça, je pense que Evelyne vous a montré des graphiques où on voyait qu'on avait des tonnes de carbone quand même très, très importantes. Par contre, si on veut le prendre en compte, d'une part, il y a une complexité dont Evelyne a parlé liée à la comptabilité, de comment on fait, parce qu'il faut tenir compte de ce qui est exporté, de où est-ce que ça va. Et puis, c'est quelque chose justement que nous, on souhaiterait faire à l'avenir. Donc, on a un projet en développement avec Evelyne pour essayer d'être capable d'intégrer dans les méthodes de bilan carbone qu'on utilise dans l'agri-climat un volet lié au carbone forestier dans l'hypothèse où chez vous, il y aurait de l'exportation de bois.
Donc, sur ce, ça fait le tour de ce qu'on voulait vous présenter pour remettre en perspective ce que ça signifie par rapport au bilan carbone. Puis, c'est juste un petit rappel de tous les contenus en fait, qui sont disponibles. Vous pouvez retrouver les cafés carbone sur notre chaîne YouTube et également des nouvelles capsules vidéo qui ont été faites cet hiver à propos de différents sujets, dont une sur le carbone des forêts qui résume en très peu de temps l'information. Donc sur ce, j'arrête mon partage et puis je pense qu'on va pouvoir répondre à des questions. Donc, si vous me permettez, je vais essayer de faire l'entremetteuse des questions pour qu'on puisse en répondre. Ah, mais je vois qu'Evelyne, tu as commencé à répondre à certaines questions. Fait que Ah ouais, par ben, écrit. c'est parfait. Ouais. Écoute, donc, si vous voulez, ceux qui ont accès là, au chat, il y a la réponse en fait, qui a été donnée à Chantal Fouls pour sa question. La première, peut-être la toute première qui avait été nommée, c'était par Jean Ostorm, producteur de canneberge. Fait que sa question était la différence entre si on garde une terre en foin versus une plantation. Est-ce que tu pourrais avoir à y répondre? Ben, s'il faut, si on garde la terre en foin, c'est qu'on veut le foin, on l'utilise comme fourrage, là, j'imagine. C'est ça l'idée. Si on en fait une plantation, par exemple, ça va séquestrer du carbone, c'est sûr. Mais là, il faut voir, est-ce qu'il va falloir prendre le fourrage ailleurs, là. Tu sais, c'est que si ça veut dire à l'exploiter ailleurs, c'est que si c'est un déplacement de la production de foin, ben là, tu sais, ton effet, il va falloir tenir compte à ça, là, tu sais, du déplacement de la production. Est-ce qu'on va utiliser une terre actuelle qui produit d'autres choses, là, qu'il faut comme tenir compte des produits agricoles là, qu'on déplace, là. Mhm. Cela dit, c'est tu sais, une meilleure comparaison. Tu sais, comparer une terre agricole qu'on utilise présentement pour un produit agricole, tu ne peux pas tant comparer le bilan carbone avec une plantation parce que justement, ta terre agricole, tu l'utilises pour faire un produit agricole. Donc, il va falloir que tu tiennes compte du fait que est-ce que ce produit agricole-là, ben là, c'est correct que tu l'abandonnes ou est-ce que ça veut dire que tu vas déplacer ta production ailleurs? Fait qu'il y a cet aspect-là. Tu sais, dans le cas des comparaisons qu'on a faites, ben là, la production agricole était simplement abandonnée, n'était pas déplacée ailleurs. Donc, une comparaison, ça serait ta terre agricole sur laquelle tu produisais du foin, ben là, tu arrêtes de produire du foin parce que la demande en fourrage a diminué ou tu n'as plus ce besoin-là. Et là, tu la laisses aller. Donc, qu'est-ce qui va s'installer là naturellement sur ta terre? Fait que c'est juste ta comparaison, il faut qu'elle soit faite comme sur une base égale, là. C'est que si tu décides de ne plus faire ta production agricole sur ton hectare de forêt, mais que tu fais juste le déplacer ailleurs, ben là, il faut que tu tiennes compte de l'effet de déplacement, là. La terre sur laquelle tu produisais d'autres choses, tu te mets à produire du foin, ben là, tu vas avoir un impact carbone aussi, là. Fait que le plus simple, c'est quand tu dis, ben là, tu fais juste abandonner ta production de foin, ben là, le scénario de comparaison, ça serait que tu l'abandonnes puis tu laisses aller ta terre. Je sais pas si Jean, c'est correct, ça répond à ta question? Oui, euh, peut-être un peu plus philosophique aussi, là. Tu sais, sur le plan mondial, oups, j'ai encore la photo d'hiver. Euh, euh, Tu sais, on veut planter des arbres au Québec, on va manger plus de bœuf du Brésil. Donc, à un moment donné, on déplace sur la planète, la planète toute la patente, tu sais, à ce niveau-là. Je me pose souvent cette question-là. Et de Ouais. l'autre côté aussi, la question que je vois, la population grandit, puis il faut faire plus d'agriculture, donc où c'est qu'on va la faire? Donc, Ouais. ça, c'est philosophique, là, puis Mais je c'est pense que vous y avez pensé, mais ça vient en contradiction un petit peu à tout ça, là. mais c'est exactement la bonne façon d'y réfléchir. Puis je suis vraiment contente que vous apportiez ce point-là parce que vous avez exactement raison que si on utilise nos terres agricoles pour planter des arbres, ben, la production alimentaire, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Il y a des chances qu'elle vienne de pays où ce que l'empreinte carbone est pire. Là. J'étais au Brésil il y a une couple de jours. Puis, tu sais, c'est une culture qui est, là, je ne veux pas les blâmer, mais tu sais, la durabilité des pratiques agricoles ailleurs est certainement pas meilleure que la nôtre.
Et dans un contexte de lutte contre les changements climatiques, bien, cette question-là est vraiment essentielle. Et donc, l'idée qu'on on peut juste planter des arbres sur nos terres agricoles, bien là, attends, là, tu sais, la sécurité alimentaire puis la bouffe pour les Québécois, elle va venir d'où? Et il faut tenir compte de cet effet carbone-là, tout à fait, là, l'empreinte carbone de la production alimentaire qui va devoir venir d'ailleurs. Fait que je n'étais pas rentrée là-dedans, mais c'est tellement un point important et qui fait partie des choses qu'on dit au gouvernement aussi, qui disent, ben non, on va donner des millions, puis on va planter des arbres sur les terres agricoles, c'est pas grave. Ben attends, là, abandonner l'agriculture au Québec, là, ça va avoir un impact carbone, ça aussi, là, qui est pas nécessairement, qui va pas nécessairement être compensé par le fait de planter des arbres. Fait que c'est vraiment, c'est un point philosophique, mais qui est politique, puis qui est extrêmement important. Merci. Merci beaucoup, Evelyne. Merci, Jean, pour ta question. Alain Jutras avait levé sa main là, au tout début, fait que je vais te laisser la parole, Alain. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui. Oui? Oui. Ma question est pour Evelyne. Je fais partie des 35%, moi, qui aménagent Montboisé au centre du Québec, puis plusieurs producteurs le font. Je suis pas vraiment de l'avis de M. Sylvestre que quand j'aménage mon boisé, moi, c'est pour faire du bois de chauffage. Puis le bois de chauffage est vendu, nous autres, des gens de Bécancour, de Trois-Rivières, puis en remplacement souvent par de l'huile de chauffage, où ça devient là un carburant, là. Puis on parlait de substitution là, de bois de chauffage. J'aimerais avoir l'avis là-dessus. Tu sais, on dit que ça a une valeur zéro, mais le fait d'aménager la forêt, tu sais, on améliore le bilan de carbone de la forêt, je pense, là. Puis il y a la substitution du bois de chauffage aussi. En tout cas, j'aimerais ça entendre parler Ouais, ben, là-dessus. Je suis vraiment surpris là-dessus. c'est un bon point. Comme vous dites, si le bois de chauffage qu'on récolte sert au remplacement de l'huile à chauffage et autres, ben, tu vas avoir un effet de substitution là, qui est réel puis qu'on peut comptabiliser. Tu sais, si ça sert d'un foyer d'ambiance, ben, c'est peut-être un peu moins vrai, là. Ben, tu sais, je pense que ça va pouvoir faire partie des pistes de recherche. Je peux te laisser Sylvestre compléter, mais tu sais, je pense que ça va pouvoir faire partie des pistes de recherche de voir quand ça sert au bois de chauffage, ben là, le fait de faire de la récolte, ça peut aider à la croissance justement de ton boisé, donc avoir un effet positif sur la séquestration carbone. Et si ce bois-là sert ensuite à venir substituer là, des énergies fossiles, là, ça peut avoir un effet positif aussi, là. Je peux peut-être laisser Sylvestre commenter là-dessus, mais j'ai l'impression que le bilan pourrait être favorable aussi, là. Mais c'est sûr que ça ne vient pas stocker du carbone, tu sais, mais ça peut venir remplacer des énergies fossiles. Parce que, Madame Tifo, tu sais, je ne sais pas si la comparaison a déjà été faite. Un arbre, un arbre qui tombe à terre, OK? Il y a un gros vent, l'arbre tombe à terre. J'ai deux choix. Soit je le laisse pourrir à terre, ou j'ai à le récolter pour le vendre pour du bois de chauffage. Bon, lequel est le bilan de carbone est le meilleur, là? C'est-tu C'est de sûr le laisser pourrir à terre ou c'est de le vendre en substitution pour remplacer, en tout cas pour chauffer, que qui va prendre la place de l'électricité ou la fournaise à l'huile, là. C'est ça. c'est sûr que ça va dépendre. C'est difficile de faire une grosse généralisation parce que ça va dépendre de l'espèce, puis de l'endroit, puis du taux de décomposition. OK. Mais tu sais, en général, tu sais, à long terme, et c'est sûr qu'il va finir par décomposer. Tu sais, cela dit, on pourrait dire, mais là, l'arbre qui est tombé à terre, il va fournir des habitats pour la faune. Puis, bon, tu sais, il y a toutes sortes d'autres considérations. Mais l'idée de prendre ce bois-là et d'en faire du bois qui va venir, c'est sûr que si le bois sert à remplacer l'hydroélectricité, on n'aura pas d'effet bénéfique. Mais si ça sert à remplacer du mazout, on le voit, les érablières là, acéricoles qui remplacent de plus en plus leur source d'énergie fossile avec des granules de bois notamment, ça, tu peux avoir un impact positif là, très positif. Là. Fait que, bref, la réponse plate, c'est ça dépend, mais tu sais, à plus long terme,
probablement que tu as un effet bénéfique, là, justement, parce que si ça sert à remplacer des énergies fossiles, notamment le mazout lourd, où on voit la production de granules là, qui peut aller remplacer des énergies fossiles, là. Fait que, Donc, c'est une bonne technique là, de ramasser les arbres morts, les arbres qui sont pas en santé, tout simplement pour le bois de chauffage, là, si comme ça, tel. c'est sûr que, moi je peux dire, on n'a pas tant de données là-dessus. Mon gut feeling, mon hypothèse, ça serait que l'effet est positif, tu sais. Là, dans quelle mesure, puis comment on peut le quantifier, ben là, ça va faire l'objet des recherches qu'on fait dans les prochains mois, les prochaines années ensemble, là, pour voir justement les cas de figure. Puis dans ce cas-là, tu as un effet très, très positif. Dans ce cas-là, tu as un effet positif marginal. Dans ce cas-là, tu as un effet négatif. Mais tu sais, l'idée d'aménager la forêt, justement de faire des actions sylvicoles qui maximisent la croissance, puis d'aller remplacer sur les marchés des produits d'origine fossile, ça reste vrai, là. Oui. Puis, si je peux me permettre d'ajouter par rapport à ce que j'ai exposé, moi, c'est sûr que j'ai pas exposé tous les cas de situation, puis c'était dans le cas où ça substituerait de l'électricité, c'est là où on peut pas compter un effet. Mais si je prends l'exemple d'un producteur qui chauffe une serre au propane et qui remplace sa chaudière par une chaudière au bois, ben, il y a un effet de substitution direct. Puis là, dans ce cas-là, on compte parce qu'on évite d'utiliser du propane, on utilise une source renouvelable de carbone, qui est le bois. Et dans ce cas-là, il y a l'effet de substitution dont parlait Evelyne. Ce qui est toujours difficile, c'est d'être capable d'avoir une information précise sur le devenir de votre produit. Si vous savez que les gens à qui vous vendez votre bois avant échauffaient au mazout et maintenant échauffent au bois, grâce au fait que vous leur vendez, ben dans ce cas-là, on peut le comptabiliser. Donc c'est vraiment cet enjeu-là. Mais merci beaucoup. Je pense que Karine, ta question était peut-être, est-ce qu'elle a été répondue? Je ne sais pas si Karine est là. Dans le chat, elle posait une question sur justement si on utilise le bois pour chauffer. Merci. C'est bon? Oui, OK. merci. Ensuite, il y avait un levé là, de Alexandre Thibault. Oui, hey, j'ai plusieurs questions en rafale là-dessus. Sapin de Noël, autonomie de vie à peu près 15 ans. Il se passe quoi avec ça? Avec quoi, excuse-moi, j'ai manqué le début de Les sapins de Noël, à peine. Oh boy! Hey, c'est elle une a bonne 15 ans d'autonomie de vie. Ouais. C'est vraiment Puis, une bonne question. moi, j'en ai juste 1000 chez nous, j'en ai pas beaucoup, là. Mais mon voisin, il en a 100 000, là. Ça rentre dans son bilan carbone, il se passe quoi avec ça, là? C'est pas grave, C'est c'est juste une vraiment... petite question. Oui. Ouais, mais c'est vraiment une bonne question. J'ai pas la réponse, mais j'aimerais vraiment ça l'avoir, la savoir. Je pense que ça serait super intéressant de voir, tu sais, qu'est-ce qu'il ferait, tu sais, qu'est-ce qu'on ferait avec ce champ-là si c'était pas une culture de sapin de Noël. Et donc là, on pourrait calculer la séquestration carbone. Et après ça, les arbres de Noël qu'on récolte, ben là, ils viennent remplacer des arbres en plastique, là. Fait que ça serait super intéressant de calculer ça. Fait que, tu sais, j'ai pas de réponse simple pour dire, ah oui, c'est sûr que c'est bon, mais ça serait super intéressant de le calculer, là. C'est vraiment intéressant comme question, là. Ensuite de ça, on parlait de bois de chauffage. En moyenne, quand j'ai fait mon cours en astériculture, parce qu'on est une érablière, il y a 1% des arbres qui meurent par année. J'ai 10 000 entailles, donc j'ai 1% des arbres qui meurent par année. C'est facile de savoir comment que je récolte de bois pour faire du bois de chauffage, parce que j'en vends du bois de chauffage aussi. Mais je fais quoi pour, tu sais, il doit y avoir un effet positif, c'est sûr, là, mais c'est pas calculé, comme vous dites, là. C'est ça, ben tu sais, les connaissances avancent, là, tu sais, là, pour l'instant, c'est difficile de faire des généralisations là-dessus. Je dirais, là, tu sais, d'ici 1 an ou 2, on va avoir les chiffres, là, tu sais, pour dire, ben là, voici l'effet que tu as en termes de séquestration carbone en forêt. Tu sais, là, c'est de voir tes arbres qui sont morts, ben là, qu'est-ce qui serait, si tu les récoltes pas, qu'est-ce qui se passe? Ben là, les arbres à côté, tu sais, les arbres à côté, ils seraient contents que l'arbre mort soit plus là parce que ça leur fait plus d'espace. Ensuite, ben, si tu fais juste le laisser là, ben là, il va décomposer tranquillement, pas vite. Tu sais, il va peut-être tomber. Fait que là, c'est toute cette dynamique-là du carbone qu'il faut calculer. Puis après ça, ton bois de chauffage, il sert à quoi? Tu sais? Ça va être quoi sa fin? Est-ce qu'il sert ben, justement chauffer? Tu t'en sers-tu comme source d'énergie pour ta production acéricole? Donc, tu n'utilises pas de mazout parce que tu utilises du bois de chauffage. Et donc, c'est ces choses-là qu'on pourrait calculer, là, c'est ça, de manière assez simple. Ça n'a pas été fait encore, mais c'est quelque chose qui va être assez simple et tripante là, à calculer, là.
Dans mon érablière, j'ai été bûché il y a 70 ans parce qu'il y avait une mode, bûcher toutes les érables, puis qu'il n'y avait comme pas d'argent à faire avec ça. Puis j'ai le un tiers qui n'a pas été bûché à blanc, donc c'est de la grosse, grosse érable. Dans ton graphique, tantôt, on voyait que la ligne verte, elle faisait un grand creux après 20 ans. Après ça, elle remontait. Et où la ligne d'en haut? Est-ce qu'elle finit par descendre comme un gros érable qui a 120, 150 ans, qui commence à être creuse à l'intérieur? Elle Ouais. fait quoi dans sa vie? Elle, là, elle descend ou elle continue à monter? Ça dépend vraiment beaucoup des espèces d'arbres. Si mettons le sapin, là, je vais donner l'exemple du sapin. Le sapin, après 50, 60 ans, tu sais, il est pourri en dedans, puis une sapinière, elle va stagner. On étudiait l'épinette noire. L'épinette noire, elle peut pousser 200, 300 ans, que là, elle va continuer à augmenter. L'érable, qui est une espèce aussi qui vit très longtemps, elle va probablement continuer à augmenter. Mais là, tu sais, rendu à 100 ans, 120 ans, tu sais, j'ai pas les données, mais tu sais, probablement que ça va plafonner un moment donné. Ça va probablement pas redescendre, mais ça va plafonner, là, à peu près. Je suis à peu près certaine, là, tu sais, qu'à un moment donné, elle va arrêter de séquestrer, là, là, la durée de vie. Mais tu sais, c'est plus qu'un sapin, c'est sûr. Probablement moins qu'une épinette noire, mais tu sais, ça peut être très long, là, la durée de vie. Fait que probablement qu'il continue à séquestrer du carbone, là. Mais à un moment donné, ça va probablement plafonner, là. J'ai des foins aussi, j'ai des vaches laitières, donc je fais du foin. Puis sur le bord de mes bandes riveraines et de mes champs, puis mes boisés, j'ai des arbres qui ont des branches qui embarquent dessus mes champs. Donc, je me suis acheté un clipper, puis je fais du BRF avec ça. Le BRF, il est construit comme comment, lui? Moi, j'ai réussi à le vendre, donc je séquestre du carbone, mais celui qui le met dans son jardin, il se décompose, donc il émet du carbone. Ouais. C'est une bonne question, ça. Tu sais, les érables coulaient beaucoup cette année. J'ai eu le temps de penser à bien des choses, justement. Tu vois ça? C'est des bonnes questions. Le BRF, ben, tu sais, je pense que ça cause quand même un certain stockage de carbone à long terme dans les sols. Mais là, tu poses un point important de c'est qui a le mérite. Tu sais, si toi, tu produis du BRF, tu le vends, puis là, lui, il laisse. Tu sais, c'est qui a le mérite de ça? Ça, c'est c'est pas clair. Ça, on tombe plus dans les aspects administratifs et politiques. Puis là, c'est pas complètement clair qui peut prendre le mérite de ça, là, tu sais, du genre du BRF, là. C'est aussi, mettons que tu vends ton bois de chauffage puis qu'il remplace du mazout, ben là, c'est-tu la personne qui remplace le mazout qui en prend le bénéfice de ne pas utiliser le mazout ou est-ce que c'est toi comme producteur? Tu sais, c'est pas clair. Les politiques ne sont pas claires là-dessus, là, tu sais, de l'effet de substitution, parce que ça va comme être. Il y a un effet qui se passe ailleurs, là. Fait que j'ai pas de bonne réponse pour toi. Je sais pas si Sylvestre en a une, là, mais c'est des questions super intéressantes de voir ces cas de figure-là, de tu sais, à quoi sert votre bois, tu sais, ton élagage que tu fais, tu sais, à quoi ça sert, tu sais, ça va être vraiment. En tout cas, c'est le genre d'affaires qui m'intéresse d'étudier plus, là. Et c'est sûr que le BRF que tu utilises chez toi, le mérite va te revenir parce que ça va se traduire par une augmentation du carbone dans tes sols. Par contre, à partir du moment où tu le vends, en général, le mérite revient à l'utilisateur final du produit. Donc, au même titre que ton bois de chauffage que tu vends, le mérite de substitution va revenir à la personne qui utilise ton bois de chauffage. Par contre, toi, tu as vendu un produit bas carbone, tu sais, dans le sens que ton bois de chauffage ne vient pas avec un coût environnemental. Ouais, ouais. Si tu compares ton bois de chauffage avec le vendeur d'huile de chauffage, ben lui, son produit vient avec un coût environnemental très élevé, versus toi, ton produit vient avec un coût environnemental très faible. Au BTU, c'est à l'unité d'énergie contenue dans ton produit, toi, le tien, il a un coût environnemental très, très faible. Et ma dernière question, on a entendu parler un peu avec Norvol, les lignols, la molécule de bois qu'ils prennent pour faire des batteries. Est-ce que ça peut être bon pour nous? Est-ce que ça peut être mauvais pour la planète? Non, savez-vous? Je connais pas tant cette molécule-là, mais tu sais, je pense que si ça vient, c'est une molécule qui vient du bois plutôt que de venir d'une source non renouvelable, tu as probablement un effet positif. Tu sais, je pense qu'on va faire un marché supplémentaire pour le bois, là. Surtout le bois qui est de qualité inférieure, là, qu'on n'est pas capable de faire de bois de sciage, par exemple, mais tu sais, ce genre de développement-là, à mon avis, ça doit être positif, là. Tu sais, tous les bioproduits qu'on peut tirer à partir du bois,
trop dégradé pour faire du sciage, là, puis ça vient substituer des produits d'origine fossile, ce qui est probablement le cas là, dans le cas du lignol, là. Fait que ça devrait, à mon avis, ça devrait avoir un effet positif, là. Tu sais, c'est le fun de voir ce genre de marché-là là, qui se développe, là. C'est bon, c'est toutes mes questions. Super bonne question. Merci beaucoup, Alexandre. Je voyais que Vicky Viguière, tu avais comme mis un commentaire. Je ne sais pas si tu aurais voulu formuler une question plus précise auquel peut-être Evelyne ou Sylvestre auraient pu contribuer ou si tu veux laisser comme ça. Ben, c'était pas vraiment une question, c'était plus de penser à parce que tantôt, quand tu mentionnais de prendre des terres, d'abandonner la culture pour les mettre en arbre, mais il faut penser que ces terres-là, la journée qu'ils vont vouloir être recultivées, il va y avoir tout un contrat qui va venir avec ça, là. Fait que c'était juste. Tu sais, moi, je suis au centre du Québec, fait que c'est peut-être un potentiel qui est moins présent. Peut-être des terres plus éloignées ou des endroits vraiment raccoins, là, peut-être, mais on parle de minuscules surfaces et non pas des champs complets, là. Puis ça revenait un peu aussi à ce qui a été dit par la suite avec le commentaire là, de on ne peut pas capter du carbone, mais délaisser l'agriculture nécessairement, là. Fait que c'était pas vraiment une question, c'était plus un commentaire ou une réflexion, si on veut. Mais je pense que cette réflexion-là est vraiment, vraiment importante. Puis, tu sais, je pense que ça vient renforcer le point que, en tout cas, je ne vais pas blâmer les gouvernements, c'est facile de blâmer le gouvernement, là, mais là, ils ont des projets de planter des arbres, puis là, ils disent, tu sais, les terres agricoles abandonnées, ils disent, ben, on va planter ça sur des terres agricoles. C'est comme un réflexe assez facile parce que, tu sais, les terres sont accessibles, tu sais, sont plates, et, tu sais, bon. Mais là, toutes les conséquences que vous venez de dire, que si on veut les remettre en culture plus tard, ou c'est à cause d'un déplacement de la production agricole, ou si on veut les remettre en culture plus tard, ça va être vraiment compliqué, mais ça, c'est des choses qui devraient vraiment, vraiment faire partie de la discussion, plus que juste la séquestration carbone, là. Puis je pense que vous venez renforcer ce point-là, là, avec vos questions, vos commentaires, que tu sais, le réflexe de dire ben, on va planter des arbres sur les terres agricoles, il est probablement pas si bon que ça. Ben, en fait, il y a plus de conséquences que ça n'a l'air, là. Fait que je trouve que c'est vraiment des bons points, tu sais, d'une réflexion plus globale sur le rôle des terres agricoles. Tu sais, je voudrais dire, il y a des terres sur lesquelles on pourrait planter des arbres qui n'ont pas ces enjeux-là. C'est juste que c'est plus compliqué. Des terrains qui sont contaminés ou qui sont plus arides, plus hostiles, qui vont demander plus de travail du sol, puis plus d'investissement pour la plantation. C'est probablement ces terres-là qu'on devrait viser beaucoup plus que les terres agricoles. Mais tu sais, on le voit à l'échelle du monde. On a eu tendance à planter les arbres sur des terres agricoles parce que c'est ça qui est le plus simple, tu sais, c'est des belles terres qui se travaillent bien. Tu sais, je trouve que vous apportez vraiment des bons arguments pour dire ben, il faudrait qu'on mette nos efforts ailleurs que sur les terres à cause de toutes les conséquences que vous mentionnez, là. Merci. Merci beaucoup, Evelyne. Merci, Vicky. Puis Virginie a posé une question là, dans le chat. Je ne sais pas si Virginie, tu souhaiterais prendre la parole pour l'expliquer toi-même ta question ou si tu préfères que je la lise. Ben, je peux la lire, en fait. Dans le fond, ma question, c'était pour savoir c'était quoi les projections après 50 ans sur les terres agricoles, parce que considérant que c'est les feuillus qui poussent après, puis que souvent les feuillus sont faits un peu avec pour aller, mettons, aller planter papier, ça serait pas mieux, mettons, au niveau du carbone, d'avoir des résineux, puis d'y produire de l'aménagement, des coupes partielles, puis des produits peut-être avec une durée de vie un peu plus longue? C'est vraiment une excellente question. J'avais une autre étudiante qui a travaillé sur ces aspects-là. Puis tu as tout à fait raison que dans notre marché actuel, les espèces feuillues, on a tendance à les envoyer vers des produits de courte durée de vie. Et donc, ça fait du carbone qui n'est pas stocké longtemps, alors qu'avec les plantations de résineux, ben là, on a plus de chances avec notre réseau industriel actuel de faire des produits à plus longue durée de vie. Donc, ça serait en effet un argument intéressant et qu'on a simulé aussi, là, le fait qu'on va faire des produits, on a plus de chances de faire des produits de plus longue durée de vie avec des résineux. Donc, c'est vraiment c'est un bon argument, en fait, qui est supporté par nos travaux de recherche. Cela dit, si on rentre l'effet du climat sur la forêt, ben là, les plantations de résineux, ils ont plus tendance à brûler et les résineux, dans le climat futur, risquent, notamment l'épinette blanche, l'épinette noire qu'on aime planter,
c'est des espèces qui vont avoir peut-être plus de misère dans un climat changeant. Donc, si on rentre ce facteur-là, puis lui, il est difficile à simuler, là, puis à projeter dans le futur, là, on pourrait dire, ben là, peut-être que les espèces feuillues pourraient avoir un avantage là, parce qu'elles, on a plus confiance qu'elles vont être capables de pousser dans un climat changeant. Et donc là, peut-être que la solution, c'est le bois feuillu, ben, trouvons des meilleures façons de le transformer que ce qu'on fait présentement. On a tendance à l'envoyer au pâte des papiers présentement, c'est beaucoup ça, mais on serait capable, avec le génie du bois, notamment, là, de le transformer en produit du bois à longue durée de vie. Les panneaux, par exemple, on peut faire ça avec du feuillu, puis il y a des beaux projets de recherche là-dessus, ou même faire du bois de construction. Mais ça veut dire qu'il faut changer notre façon de transformer le bois. Mais dans le réseau industriel actuel, on est limité présentement, là, mais si j'avais de l'argent à mettre, là, j'étais le ministre Girard, là, j'investirais là, dans l'innovation, dans les espèces feuillues qui ont plus de chances d'être résilientes dans un climat changeant, qui risquent de moins passer au feu. Puis là, c'est des espèces mal aimées présentement pour la transformation du bois. Mais je pense que ça, en mettant un peu de génie là-dedans, là, on serait capable de les régler. Mais je pense que ton raisonnement est vraiment bon, qu'il faut tenir compte des produits du bois. Là. Puis là, avec notre réseau industriel, là, l'option résineuse semble meilleure. Là. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup. Donc là, on achève pas mal. Je ne sais pas s'il y aurait peut-être une dernière question ou intervention avant de clore. On a dépassé d'un petit peu, on s'en doutait bien là, avec le sujet qui est super intéressant, puis la présence d'Evelyne et Sylvestre. Donc, est-ce qu'il y aurait une dernière question avant de se quitter? Moi, j'en aurais peut-être une. Oui. Euh, Tantôt, on parlait du bois de chauffage là, qui l'effet de substitution quand on l'envoie dans une maison qui chauffe à l'électricité serait nul. Mais considérant que Hydro-Québec doit à matin faire des méga chantiers de construction d'éoliennes, de barrages hydroélectriques et compagnie, est-ce que c'est tenu compte l'effet que les nouvelles demandes en électricité vont avoir nécessairement une empreinte carbone versus la situation actuelle où bon, tu sais, tout est bâti puis on vire un peu là-dessus, là. Tu sais, veux pas, là, les parcs éoliens qui sont en train de se préparer au Québec, c'est des tonnes et des tonnes d'acier et de béton. Est-ce que c'est Ouais. tenu compte dans l'effet de substitution qui était annulé Non, entre les deux ou non? pas du tout. C'est tellement une bonne question. Dans les affaires qui m'empêchent de dormir, là, ça, c'en est une. C'est qu'on a. Mais tu sais, c'est exactement comme vous venez de l'expliquer, là, c'est que là, l'empreinte carbone du kilowattheure de l'hydroélectricité qu'on a présentement, ben, il vient des barrages existants, tu sais, on a ennoyé des réservoirs il y a bien longtemps. Puis bon, fait que là, l'empreinte carbone actuelle, il est bien correct, là. Mais là, le kilowattheure, tu sais, les nouveaux kilowattheures, eux autres, ils vont en avoir une empreinte carbone. Puis là, pour l'instant, c'est pas calculé, là. On le tient pas compte. Euh, mais en tout cas, ce bout-là est vraiment intéressant. Puis je pense que ça serait justifié. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de travaux de recherche, moi, sur la biomasse, la bioénergie, dont le bois de chauffage fait partie, là. Et on se bute beaucoup contre l'espèce de position gouvernementale que l'hydroélectricité, l'électricité au Québec, c'est quasiment un don de Dieu, là. C'est parfait comme énergie, là. Ça n'a aucun défaut. Avec, là, n'importe quelle forme d'énergie a l'air pire que l'électricité, tu sais. Parce qu'on considère que l'autre est parfaite, alors que ce n'est pas le cas, là, comme vous venez de l'exprimer. Donc, on n'a pas de données là-dessus présentement, ou très peu, là. Puis je trouve que ça serait vraiment intéressant de le regarder dans cette optique-là. Ben là, la nouvelle électricité qu'on va produire, les nouveaux barrages hydroélectriques, l'énergie éolienne, ben, ça ne sera pas à coût nul d'un point de vue carbone, là. Fait que, mais tu sais, je n'ai pas connaissance au Québec là, qu'on a des données détaillées là-dessus. Là. Pour nous, pour l'instant, dans nos modèles, là, on prend la position gouvernementale qui est certainement fausse, là, que l'hydro n'a pas d'impact, l'hydroélectricité n'a pas d'impact. OK. C'est Mais moi, vraiment. Ouais. j'ajouterais aussi qu'à chaque fois qu'on chauffe une maison avec du bois, on n'utilise pas une électricité qu'on libère, donc on rend disponible pour quelqu'un d'autre pouvoir substituer une énergie fossile. Donc, Exact. Mais cette conversation-là est tellement difficile à avoir au Québec là, parce que, mhm. comme là, ils ont subventionné les producteurs de serre pour qu'ils se convertissent à l'hydroélectricité. Tu sais.
Alors, il aurait pu se convertir à biomasse, ça aurait fait bien plus de sens. Mais non, les subventions pour se convertir à l'hydroélectricité, on a comme le billet à l'électrification est vraiment très, très fort au Québec. Mm. Merci beaucoup, Evelyne, pour ta générosité, ton temps, tout ça. Donc, on vous remercie tous d'avoir été présents aujourd'hui. Comme vous le savez, on espère vraiment, comme l'a mentionné Sylvestre, là, en arriver éventuellement à inclure vos boisés en tant que producteurs là, dans votre bilan carbone, qu'on puisse en tenir compte. Vous avez vu quand même aussi une échelle de grandeur approximatif là, qui a été présentée par Sylvestre. Puis avec Evelyne, on souhaite mettre en place là, ce bout-là qui nous manquait jusqu'à maintenant là, dans le bilan carbone d'Agriclimat. Donc, sur ça, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous écrire. Là. Vous avez sûrement mes coordonnées ou ceux d'Evelyne aussi, c'est peut-être directement, mais n'hésitez pas à m'écrire à moi puis à Sylvestre, puis on va faire suite s'il y a des questions qui restent à être répondues. Fait que merci beaucoup. Bon dîner, bon appétit à tout le monde. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Salut.